Bonjour amis de l'écologie humaine. Aujourd'hui on parle de quelque chose qui peut paraître un peu désuet et pourtant, quand on y regarde de plus près, on se rend compte que ça pourrait vraiment changer nos vies si on s'en inspirait plus. De quoi s'agit-il? Eh bien, de l'esprit d'élégance. Et c'est Catherine Terninck, psychanalyste et psychologue, qui est présente pour nous en parler. Bienvenue dans ce podcast du courant pour une écologie humaine. Vous trouverez ici des initiatives et des réflexions qui visent à construire un monde plus bienveillant et solidaire. Alors si vous êtes prêts, allons puiser l'inspiration pour construire le monde de demain grâce à l'interviewé du jour. Bonjour Catherine Terninck, merci d'être avec nous aujourd'hui pour aborder ce beau sujet de l'esprit d'élégance. Pouvez-vous commencer par nous dire quelques mots sur qui vous êtes? Je suis psychanalyste, psychologue. J'ai travaillé, j'hésite entre 30 et 40 ans à l'hôpital et en consultation libérale et à l'université. Je suis, mère de famille et grand-mère. Alors, vous avez publié en janvier 2026 aux éditions Desclés de Brouwer un livre qui s'intitule L'esprit d'élégance et qui a pour sous-titre Résister à la vulgarité du monde. Pourquoi parler d'esprit d'élégance et non pas d'élégance tout court? Vous sentez bien que l'esprit d'élégance, ce n'est pas l'élégance. L'esprit d'élégance est d'une autre nature. On perçoit déjà qu'on va passer d'une dimension esthétique à une dimension plus humaniste, plus profonde. On parlera de l'intelligence du cœur, de l'intelligence de l'esprit. Le mot esprit va diriger notre réflexion. Au fond, tout part de la forme, mais tout va se déployer au-delà de la forme et des apparences. Et pourquoi avoir voulu écrire sur l'esprit d'élégance justement? Pensez-vous que notre époque manque d'élégance? L'élégance peut se caractériser par une sorte de distinction, d'ascendance. Le vulgaire, c'est ce qui reste en bas, c'est ce qui ne parvient pas à s'élever, c'est ce qui est pris dans le matérialisme. Or, notre époque est très marquée par un matérialisme dont peut-être nous ne prenons pas encore assez conscience. Notre époque n'a pas le privilège de la vulgarité, toutes les époques ont la leur et toutes les époques ont leur élégance. Mais la nôtre est extrêmement visible, perceptible, parce que très marquée par la matérialité, par le consumérisme, peut-être même par la technologie, qui corrobore pour nous maintenir dans une vision très utilitaire du monde, où nous avons perdu des valeurs, des idéaux qui pourraient peut-être nous élever un peu, nous donner des arrière-plans, des points de fuite. Au fond, nous avons grandement perdu tout ce qui est symbolique et spirituel dans notre vie. Mais n'est-ce pas un concept un peu désuet, voire dépassé, cette notion d'élégance? C'est une, notion qui pourrait paraître obsolète. Aujourd'hui, dans un monde qui va mal, a-t-on encore le luxe de parler de l'élégance? Qui ose le faire? Beaucoup diraient: «Allons à l'urgence, l'élégance, ça sera pour quand on aura le temps». Moi, je ne le crois pas. C'est-à-dire, au fond, il y a 2 options. La première, c'est de se dire que l'élégance, après tout, est un supplément, comme il y a un supplément d'âme. On vit mieux avec une certaine élégance. C'est pas mon option. Une seconde option consisterait à dire: l'élégance est une force de l'esprit qui transforme les choses, qui les sublime, qui les inspire. Je vais évidemment de ce côté-là. Je considère que l'élégance pourrait nous aider à vivre mieux dans un monde difficile. Finalement, Catherine Ternin, comment définir l'élégance? Il y a peu d'écrits sur l'élégance, il y a peu d'écrits conceptuels. En revanche, il y a beaucoup de synonymes. On pense à délicatesse, finesse, raffinement, respect, dignité, estime de l'autre, courtoisie, politesse. Mais au fond, tous ces synonymes qui sont frères ou cousins ne traduisent pas ce qu'est l'élégance. C'est comme si l'élégance désignait quelque chose qui a du mal à se définir, quelque chose d'indéfini, quelque chose qui échappe, quelque chose d'en plus, qu'on a du mal à cerner. Demandez-vous ce que c'est qu'une personne élégante.
Vous sentirez, mais vous aurez du mal à expliquer pourquoi. C'est pas l'habillement, on le sait bien, hein, même Coco Chanel le disait, c'est pas la robe qui fait la femme, c'est la femme qui fait la robe. Ça tient à quoi? Une posture, une allure, une façon de parler peut-être, un mot choisi, une façon d'être à l'autre, une façon d'être au monde. C'est présent et insaisissable. Autrement dit, l'élégance a pour objet quelque chose qui se dérobe. L'élégance n'est pas très loin du mystère. Diriez-vous que l'élégance est plutôt innée ou acquise? J'aurais tendance à dire qu'elle est les 2. Probablement qu'elle a une part d'inné, on dit qu'elle est naturelle, mais probablement qu'elle se cultive, elle s'exerce. Je crois en revanche qu'elle ne s'apprend pas. Je pense que si elle ne s'apprend pas, elle s'exerce au fil de la vie et des épreuves inévitables de la vie. Et il y a une posture qui serait bonne d'adopter de plus en plus à mesure que le temps passe et que l'âge avance. Diriez-vous qu'il y a une défaite de l'élégance dans nos sociétés contemporaines? On peut se poser la question, n'y a-t-il pas aujourd'hui une défaite de l'élégance dans beaucoup de domaines? C'est un peu la première partie de mon livre, si vous voulez, où je fais un constat qui n'est pas catastrophique. Il ne faut pas se désespérer du monde, mais qui n'est pas réjouissant néanmoins. Où je m'interroge par exemple sur l'élégance de l'esprit, sur l'usage du vocabulaire, sur le langage lui-même, sur la conversation, sur l'humour, sur la culture évidemment, et où je m'interroge aussi dans un domaine plus affectif sur l'intelligence qu'on pourrait qualifier du cœur, sur l'empathie, sur la compassion, sur la civilité évidemment qui fait beaucoup parler d'elle, ou plus exactement l'incivilité. Lorsqu'on balaye cet environnement existentiel du XXIe siècle qui est le nôtre, on peut effectivement parler d'une défaite de l'élégance, d'une défaite du côté de la vulgarité, du côté de l'incivilité, avec deux points qui m'interrogent plus particulièrement et que j'ai évoqués. C'est d'une part le très jeune âge de la délinquance aujourd'hui. Aujourd'hui, l'incivilité en collège, la violence dans les collèges, l'attaque des figures d'autorité, le harcèlement par rapport aux plus fragiles, les attaques contre les institutions elles-mêmes font partie du fait divers. Et puis autre chose qui nous marque tous, je crois, c'est ce qui se passe à l'échelle mondiale parmi ceux qui dirigent le monde et dont on peut se dire, mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe à ce niveau? Qu'est-ce qui se passe que ceux qui dirigent notre monde aient aussi peu de scrupules par rapport à la parole donnée et une telle arrogance envers celui qui gêne des intérêts personnels et une telle familiarité de langage, s'adresse à l'un et à l'autre comme s'ils étaient moins que rien. On est tous déconcertés par ça. Et il ne faut pas sous-estimer dans les rapports humains le poids du mimétisme. Ce qui vraiment m'inquiète, c'est que tout le monde a une visibilité sur cette vulgarité des rapports à très haut niveau humain. Si à très haut niveau, on s'adresse à l'autre comme ça, pourquoi ne le ferait-on pas à notre petit niveau? Bon, ça me paraît violent comme message. Et il faut en prendre conscience, je crois. On ne peut pas être soumis comme ça à quelque chose que je n'hésiterai pas, pour le coup, à appeler de la vulgarité. En quoi le langage est-il un lieu d'élégance? Certains linguistes défendent l'idée que le français va très bien et que notre langue se porte très bien. D'autres sont à la limite très catastrophés. Impossible de savoir qui a raison, qui a tort. Personnellement, j'ai un peu renoncé, sauf que je me suis dit, personnellement, qu'est-ce que j'éprouve? J'ai beaucoup écouté les gens dans ma vie. Ce que je peux constater, c'est la réduction importante du vocabulaire. Les jeunes, même ceux qui vont bien, alors mes patients, certains arrivaient avec une valise d'angoisse et ils étaient en grande difficulté pour nommer, pour trouver le mot juste de l'émotion éprouvée. Mais même chez les jeunes aujourd'hui, ceux dont on pourrait dire qu'ils vont dans la vie, ils ont un stock de vocabulaire très, très, très restreint.
Alors, se mêle à ça du verlan, de l'anglais, on commence une phrase en français, on la termine en anglais. Admettons qu'on ne soit pas catastrophé par ça, on est catastrophé par la difficulté à nommer les choses. C'est Camus qui disait que mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Si vous ne parvenez pas à nommer avec justesse, eh bien, l'appréhension du monde extérieur et du monde intérieur vous est beaucoup plus difficile. Si ce message s'adresse aux jeunes parents, j'aurais envie de leur dire ceci, puissent-ils le prendre. L'enfant, bien avant l'âge de raison, entre 2 et 6 ans, est une éponge. Donnez-lui le maximum de mots. Apprenez-lui ce qui pourrait être un plaisir et une forme d'intelligence extrêmement importante dans la vie. Tiens, ça s'appelle telle chose. Tiens, ça, c'est synonyme de ça. Quelle est la place de l'écoute dans l'esprit d'élégance? Je dirais que l'écoute fait partie de l'élégance envers l'autre. Nous avons du mal à nous écouter. Je m'adresse à vous parce que je sens que vous m'écoutez. Autrement dit, l'écoute précède et promeut la parole. Mais prenons un enseignant qui est chahuté dans une classe, comment peut-il prendre la parole? Il sait qu'il n'est pas écouté, qu'il y a des portables à droite, à gauche, qu'il y a... Bon. La première forme d'élégance, de l'altérité, l'élégance à l'autre, on va dire, c'est de l'écouter. Je pense que c'est ce qui différencie la communication de la conversation. La conversation est devenue rare. C'est ce moment où il y a une maïeutique entre celui qui écoute et celui qui parle. Et il n'y a rien à prouver, il y a plutôt à comprendre. Il y a à s'appuyer sur la pensée de l'autre pour développer la sienne. La conversation est rare. Regardez la plupart des interviews télévisées, il faut avoir la réponse rapide. On se coupe la parole, on ne s'écoute pas. On a du mal même à dire qu'on n'arrive pas à répondre. On veut savoir, on doit prouver qu'on sait. Je crois que la communication est surtout efficace. Alors la communication, elle est très développée sur les réseaux. On communique, on doit être utile, on doit aussi montrer quelque chose de soi-même. Mais au fond, la parole, à qui s'adresse-t-elle? On ne sait pas. C'est Solzhenitsyn qui disait, c'est étrange, je viens d'un pays où on n'a pas le droit de parler et j'arrive dans un pays, en l'occurrence c'était la France, où on peut parler, tout le monde peut dire ce qu'il pense, mais où personne ne vous écoute. Il dit bien quelque chose de notre monde occidental. Comment réhabiliter l'écoute? L'écoute profonde, hein, l'écoute tu m'intéresses et parce que ce que tu dis m'intéresse, je vais essayer d'aller plus loin. Enfin, on dirait aussi que la conversation est toujours inachevée en ce sens, contrairement à la communication qui est pratique, concrète et qui doit déboucher sur une action. Il y a quelque chose de toujours inachevé dans la conversation. Personne n'aura le dernier mot, ni vous ni moi. Le dernier mot nous échappe. C'est une forme d'élégance. Est-il possible de lutter contre la vulgarité et si oui, comment? Je crois qu'on peut, dans la vie, d'une façon générale, résister, batailler en quelque sorte, oser quelques combats nobles, si on a discerné les choses. Ne pas se rendre compte, ne pas prendre conscience des choses, c'est les laisser s'installer. En ce sens, je crois qu'il est bon que nous prenions la mesure d'une insidieuse vulgarité qui devient aujourd'hui de plus en plus manifeste. Et à partir de là, chacun dans son précaré, dans sa vie, use à certains moments d'élégance ou pas. Il faudrait se dire deux choses. D'abord que on n'est pas totalement élégant ou inélégant. On est élégant à des endroits très différents. On est tous vulgaires et élégants. Gardons l'idée qu'il n'y a pas des gens qui auraient le privilège de l'élégance et d'autres qui ne l'auraient pas. On n'est pas radicalement l'un et l'autre. Il est important peut-être de repérer là où nous le sommes et là où nous ne le sommes pas. Maintenant, j'aimerais vous dire quelque chose. Là, je mets de la gravité dans ce que je dis. J'aime mon époque. Il ne faudrait pas croire que parce que je fais le procès d'une certaine vulgarité ambiante, il ne faudrait pas croire que je n'aime pas mon époque. Je l'aime beaucoup et je crois qu'il faut l'aimer. Je l'aime non pas parce qu'elle est meilleure que d'autres, comment pourrais-je le comparer? Il y a fort à penser que je ne connaisse que celle que je vis.
mais je l'aime parce que c'est la mienne. Je l'aime parce qu'il y a une sagesse à aimer l'époque dans laquelle on est. Mais qu'est-ce que ça veut dire, aimer l'époque dans laquelle on vit? Eh bien, je peux vous répondre, c'est s'y intéresser. Tout sauf l'indifférence. L'époque dans laquelle je vis, ce très court temps à l'échelle du monde, où je suis moi-même en vie et en curiosité de vie, je l'interroge, je m'en indigne, je m'en réjouis, je m'en émeus. Mais je pense mon époque. On ne peut pas ne pas. Aujourd'hui, dans le contexte libéral dans lequel nous vivons et le contexte compliqué dans lequel nous vivons, on ne peut pas ne pas penser le monde dans lequel on vit. Vraiment, je le crois. Contrairement peut-être aux générations précédentes, je pense à mes grands-mères, arrière-grand-mères, les jeux étaient faits une fois pour toutes et on ne leur demandait pas tellement de réfléchir à leur destin, il était écrit. Tu es là, tu es né là, tu resteras là. Aujourd'hui, tout est possible. Et ce tout est possible nous engage à une réflexion bon, qui n'est pas une prise de tête, hein, mais on ne peut pas ne pas s'intéresser à l'époque que l'on traverse. Diriez-vous que la courtoisie et la culture sont des remparts contre la violence? La culture n'empêche pas le pire, la civilité n'empêche pas la civilisation de se dégrader. Mais néanmoins, elle est un rempart. Alors en effet, il y a un livre très facile à lire, mais très intéressant à ce niveau, qui s'appelle Les enfants des nazis, où on décrit des pères pleins d'affection, attendris, délicats, et néanmoins, ils étaient tortionnaires. C'est un constat, ça n'empêche pas le pire. Néanmoins, je crois qu'une civilisation, on va dire, qui n'intègre plus la civilité comme une auto-limitation est en danger. La civilité est extrêmement importante. On ne peut pas laisser ces dérapages, on ne le laisse pas d'ailleurs, hein, mais ces dérapages que l'on observe quotidiennement aujourd'hui du côté de l'incivilité s'installer, se pérenniser. Il y a là un rempart, c'est une prudence. Rapprocheriez-vous l'élégance de la moralité? L'élégance est-elle morale? Pour moi, l'élégance n'est pas morale. J'ai beaucoup réfléchi à cette question en me demandant si on pouvait en faire un argument moral. Je ne crois pas. Je crois que l'élégance est plutôt d'essence spirituelle. L'intuition spirituelle que j'attribue à l'élégance, cette ascendance, cette élévation, cette recherche peut-être même de transcendance qui n'est pas forcément divine, je situe l'élégance de ce côté-là. Il y a un mystère, il y a, en tout cas, s'humaniser, c'est s'élever. Que pouvez-vous nous dire sur l'empathie et la gratitude? Dans l'empathie, je suis là pour l'autre à un moment donné, mais ce n'est qu'un moment. Je ne peux pas aller plus loin, je ne vais pas plus loin. Voilà pourquoi l'empathie est un mot d'époque. Nous sommes là à certains moments, mais nous n'avons pas le temps d'en faire plus. Nous ne pouvons pas, nous sommes entraînés par nos vies. Il ne faut pas attendre de l'empathie plus qu'elle ne donne. Mais par contre, de temps en temps, il est bon de l'avoir. Il est bon d'avoir l'intuition d'empathie. Je trouve que c'est quelque chose qui participe au vivre ensemble. Et j'ai essayé d'opposer d'ailleurs le vivre ensemble au savoir-vivre. On essaie aujourd'hui de vivre ensemble et quelquefois sans avoir appris les bases du savoir-vivre. Voilà ce qui rend probablement les choses difficiles. Bon, l'empathie est une vraie question et elle mérite d'être réfléchie. Où mettons de l'empathie dans nos vies? Qu'est-ce que l'empathie véritable? Alors, j'ajouterais ceci par rapport à l'empathie. Je crois que c'est rejoindre quelqu'un dans ce qu'il vit, sans le comprendre et sans le juger. Ma définition, la mienne, c'est celle-là, si vous voulez. C'est pas si facile que ça, parce que très souvent, on a envie de comprendre. Et alors, juger, on est très prêt à le faire. Je rejoins l'autre à un moment donné dans ce qu'il vit, sans le comprendre ni le juger. Quant à la gratitude, alors la gratitude ou l'ingratitude, je suis peut-être un petit peu pessimiste là, vous me pardonnerez. Je dirais qu'on est plus dans une perspective d'ingratitude aujourd'hui. La gratitude ne nous a pas forcément été apprise
ou n'a pas été apprise aux jeunes enfants. La grâce du don ne leur est pas naturelle. Le don est vite un dû. Et si je n'ai pas ce dû, je suis frustrée et dans certains cas, je le manifeste. L'origine de la violence, l'origine de la revendication peut se trouver là. Dire merci, c'est éducatif. Éprouver de la gratitude, c'est reconnaître le don. Et ça rend heureux, la gratitude. Moi, je dirais qu'il faut apprendre à nos enfants et petits-enfants la gratitude. Oui, pour qu'ils soient bien élevés, certainement, mais bien au-delà de ça, pour qu'ils soient heureux. Il y a une joie à donner, il y a une joie à recevoir et il y a une joie à dire merci. Ça fait partie des façons d'être heureux. Il y en a d'autres, hein, beaucoup d'autres. Dans votre livre, Catherine Terninck, vous parlez d'une forme de manque qui est propre à l'être humain. Quel lien tissez-vous entre ce manque et l'élégance? Je crois que le manque est humain, c'est-à-dire nous sommes arrivés dans ce monde, sur cette terre, en ayant d'emblée faim, soif, froid, en étant en manque de pensée, en manque de mots, en manque de paroles, en manque d'affection, en manque de caresses. Et nous n'en sortons pas de ce manque. La différence va être dans ce qu'on fait de ce manque. On peut le remplir, ce manque. On peut le remplir, ça veut dire on va manger, on va boire, on va consommer, on va acheter, on va s'étourdir, on va trouver du divertissement. Là, nous remplissons matériellement notre manque humain. On peut aussi aller du côté de la sublimation. Oui, il manquera toujours quelque chose, mais ce quelque chose manquant va me tirer plus loin. Je vais développer des qualités, des talents, des idéaux. Je vais me rendre utile. Au lieu de manger, je vais écouter de la musique, ou je vais écrire un livre, ou je vais m'adresser à tel ami qui en ce moment ne va pas bien. C'est pas la question du manque qui est importante, c'est comment chacun résout son propre rapport au manque. C'est une véritable question. Si on ne remplit son manque que par des solutions matérielles, on est vite piégé du côté de l'addiction. Or, vous savez bien que chaque époque a ses propres troubles psychologiques. Aujourd'hui, les troubles que rencontre la majorité des psys, ce sont des dépressions et des addictions. Le trouble addictif est extrêmement présent dans notre société. Chacun a en lui un potentiel d'addiction, mais actuellement, beaucoup de jeunes qui n'ont pas appris à s'auto-limiter se trouvent prisonniers de ces addictions qui sont appelées à combler un manque qui ne sera jamais comblé. Diriez-vous que l'élégance aide à habiter le monde plus intensément? L'élégance a un rapport certain à la beauté. On pourrait comparer l'esthète, l'artiste et l'élégant. L'artiste crée la beauté, enfin il a envie de la créer, il est appelé de ce côté-là. L'esthète la contemple. On pourrait dire que l'élégant la cherche, la suggère. Il y est sensible, il ne la crée pas, il ne la contemple pas, il est aux aguets pour la trouver, il est en tension vers la beauté. L'élégance, l'esprit d'élégance, ce serait pour moi une infatigable tension vers la beauté. Alors, j'ai envie de vous dire, il est important de s'exercer à regarder la beauté dans nos vies, parce qu'on nous montre beaucoup de laideur. Et on vous dit, mais soyez donc au courant de ce qui se passe. Et il faut l'être. L'élégance, c'est pas un angélisme, hein. Il faut être conscient de la misère du monde, de sa barbarie, de sa violence, de sa vulgarité. En revanche, il faut pondérer ce regard par un besoin de beauté. J'ai un bonheur infini à repérer les beautés du chemin. Il y en a plein. Ou les grâces. Tiens, cet oiseau me regarde et il s'est posé sur ma fenêtre et voilà qu'il s'envole. C'est une petite beauté. Alors, c'est rien, pas grand-chose, mais ça met l'esprit en joie, ça allège la pesanteur du monde, voyez-vous. Quid du rapport au temps? Peut-il aider d'une façon ou d'une autre l'esprit d'élégance? Le temps pressé fait partie du temps matérialiste. Il faut aller vite parce que le temps, c'est de l'argent. Combien dure une consultation, combien d'heures de travail par semaine, combien de RTT, combien de trimestres avant la retraite. Enfin, nous sommes absolument dans cette idée que le temps, c'est de l'argent et qu'il vaut, qu'il a une valeur marchande.
Je crois que la société marchande dans laquelle on vit a envie de dire profite, alors que l'élégance dirait savoure. La société matérialiste dans laquelle nous sommes dirait fais-toi plaisir. L'élégance dirait élève-toi, point trop n'en faut, réserve-toi. Le temps pressé dans lequel nous sommes dirait toujours plus vite. L'élégance dirait pourquoi tant de hâte? Effectivement, je crois que l'élégance n'est pas du côté du temps accéléré, du côté de l'immédiateté, du côté de l'urgence. Non, l'élégance est plutôt du côté de la lenteur, de la patience, de l'attente. Je ne dis pas qu'elle est compatible avec la société économique et les inévitables besoins économiques, mais je crois que chacun peut, dans sa vie pressée, mettre un peu de lenteur à certains moments. Tiens, là, ce week-end, je ralentis. Slow life. Ce week-end, je me déconnecte. Je me déconnecte, mon portable, je l'écoute pas trop, je le mets au repos. Ce week-end ou cette journée ou cette demi-journée, je vais lentement. Ce serait aussi réapprendre la patience. Ce serait réapprendre l'espérance aussi. On n'espère plus beaucoup, on attend, on exige, on veut. Mais cette espérance, c'est une attitude vis-à-vis du monde, vis-à-vis de l'avenir qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne connaît pas. Mais c'est pas non plus de la désinvolture, c'est je mesure les dangers, mais au-delà de ça, j'y crois. Ça va aller, ça va le faire, comme disent les jeunes. Dans votre livre, il y a également un passage sur la culpabilité. Pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet? Je développe l'idée selon laquelle aujourd'hui nous vivons beaucoup à l'extérieur. Le jeune enfant, très tôt, apprend à se tenir sur la surface de ses écrans, dans les réseaux sociaux. Il apprend à se construire à la surface. L'intériorité n'est pas son fait. En tout cas, il l'est moins que ça ne l'était aux générations précédentes, où globalement on se construisait en intériorisant des valeurs éducatives et pour le coup morales. C'est moins vrai aujourd'hui. On se construit plus par mimétisme avec les pairs, PAIRS, auxquels on envoie des images et on demande d'être liké en retour. Validez-moi, validez ce que je suis, dites-moi que mon apparence est conforme et que je suis bien. Pour revenir à la question de la culpabilité, pour moi, elle fait partie de l'intériorité, elle fait partie des autres qu'on n'aime pas. Et on n'aime pas la culpabilité aujourd'hui. Il y a une espèce de, je dirais, de bien-pensance qui fait ah, surtout ne me culpabilisez pas. Je ne veux pas connaître. J'ai le droit et j'affirme et j'assume mon droit. Moi, j'aurais une sorte d'intuition nourrie que la culpabilité n'est pas que mauvaise, qu'il y a une forme de culpabilité qui ouvre à la responsabilité et surtout à la maturité. La culpabilité n'est mauvaise que dans l'excès, où elle devient morbide, ou dans le manque total, où elle ouvre à la perversion. Le pervers n'est pas coupable. Le pervers rend l'autre coupable. Donc, la culpabilité n'est nocive que dans les extrêmes. Et effectivement, il faut s'y attaquer. Une juste culpabilité qui me fait dire, bon sang, là je me suis trompé, là j'ai pas vu clair, me semble évoquer la possibilité de gagner en conscience, de gagner en élégance dans les rapports humains. Si c'est toujours l'autre qui a tort, si moi je n'ai jamais tort, comment est-ce que je peux évoluer? Or, la vie est une réinvention permanente, permanente. Même très tard dans la vie, on a besoin de se réinventer. Je peux me réinventer si, dans une certaine mesure, je ne suis pas accablée de culpabilité, mais je reconnais la juste mesure de ma culpabilité. Je suis même pas sûre que tous les psys seraient d'accord avec moi. Mais voilà ce que je vous propose et que je défendrai volontiers. Vous avez écrit: On ne grandit que par le cœur. Pouvez-vous développer cette jolie phrase pour nos auditeurs? Oui, je crois qu'on ne grandit que par le cœur. Ce n'est pas parce que la maison est grande qu'elle va recevoir, c'est parce qu'elle reçoit qu'elle s'agrandit. Ainsi serait le cœur. Le cœur, plus vous l'exercez,
plus il s'agrandit. Et au fond du fond, si on a une raison d'être ici, c'est pour aimer. Je n'ai pas dit pour être amoureux, ça aussi c'est bon, mais pour aimer largement, pour aimer au-delà de la faille de l'autre. Enfin, le plus généralement, chez l'autre, on voit vite la fragilité, la faille, le défaut. On voit le moi. On voit le moi qui est toujours présent. Et il faudrait s'exercer aussi à voir le talent de l'autre, à voir la beauté de l'autre. C'est une forme d'élégance. Aux jeunes parents qui nous écoutent, j'aimerais aussi encore dire ceci. Chez vos jeunes enfants, voyez la beauté, voyez l'être en devenir, voyez la puissance de la beauté. Certes, voyez la faille et travaillez là, et c'est ça le principe de l'éducation, mais un enfant qui a senti sur lui un regard aimant, ce qui ne veut pas dire complaisant, ce qui ne veut pas dire idolâtrant, si vous voulez, mais aimant, je te fais confiance, tu seras bien, tu es en devenir et je crois en ton devenir. Ça, c'est magnifique, c'est un cadeau de vie. Et on n'a jamais fini de s'exercer à ça, voir l'autre dans ce qu'il a de beau. C'est peut-être ça, aimer. Enfin, à mon âge, moi, je dirais ça. Souhaitez-vous dire quelque chose de spécifique aux seniors qui nous écoutent? Alors, effectivement, aimer, aimer. Si on n'a plus beaucoup de temps devant soi, aimer. Aimer l'autre. C'est pas un vain mot, hein, c'est un exercice. Et puis, je leur dirais, c'est peut-être plus concret ça, je leur dirais, soyez fiers de la vie que vous avez vécue et si vous le pouvez, à mots choisis, parlez-en, témoignez. On fait beaucoup aujourd'hui pour la vieillesse matérielle des vieux. On n'honore plus beaucoup leur sagesse. Et il me semble, à une période où les troubles cognitifs explosent, les formes de démence variées, mais je pense surtout à Alzheimer, sont vraiment une inquiétude pour notre société. Eh bien, si on parvenait à s'adresser à certaines personnes âgées en reconnaissant l'autorité que leur donne le temps vécu, en s'intéressant à leur histoire, à ce qu'ils ont appris, à ce qu'ils ont compris, à leurs erreurs, à ce qu'ils auraient pu faire autrement, à ce qu'ils aimeraient dire aussi, à des mots peut-être d'amour jamais osés ou des pardons qui n'ont pas pu se dire. Je pense que ce serait honorer leur âge et que ces personnes iraient peut-être mieux. Elles se sentiraient moins à charge d'une société, moins inutiles parce que inactifs. Il y aurait quelque chose de comme une émulation réciproque entre la personne qui s'exprimerait au terme d'une humanité vécue et la personne qui demanderait dis-moi, toi ma grand-mère, toi mon grand-père. Il y a encore de magnifiques témoignages et qui pourraient être utiles aux générations suivantes. Pour finir cette interview, Catherine Terninck, pouvez-vous partager avec nous des trucs et astuces pour cultiver l'esprit d'élégance? Il faut nommer l'élégance parce que ce que l'on nomme a une existence. Si vous ne nommez pas les choses, vous leur donnez moins de chances d'exister. Ayons ce mot en tête, gardons-le, prononçons-le, et nous la verrons, l'élégance. Elle nous viendra à l'esprit, elle nous viendra au regard. Écrire ce livre, ça a été pour moi d'abord nommer le mot et réfléchir à ce mot. Et aujourd'hui, après l'avoir écrit, je vous assure que l'élégance est beaucoup plus dans mon état d'esprit qu'hier. J'y crois, je la souhaite à nos auditeurs, parce qu'on vit mieux avec une certaine élégance, sans être arc-boutiste, hein, bien sûr. On est aussi goujat et on fait avec notre propre vulgarité, bien sûr. Mais de temps en temps, un geste, je m'efface au seuil, je laisse passer cette personne, je lui souris dans la rue, je m'oublie et je laisse parler ma copine qui parle décidément beaucoup trop, etc., etc. Un grand merci, Catherine Terninck, de nous avoir parlé de cet esprit d'élégance que vous incarnez si bien. Merci également de nous rappeler que de tout petits gestes, laisser passer quelqu'un, écouter réellement, sourire, choisir ses mots, ralentir, remercier. Donc ces tout petits gestes peuvent transformer le quotidien.
Nous sommes tous acteurs du monde aimable que nous appelons de nos vœux. Chers auditeurs, merci de votre écoute. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez vraiment pas à le partager autour de vous. Pour suivre nos actus ou vous abonner à notre newsletter, on vous donne rendez-vous sur www.ecologihumaine.eu. À très bientôt donc.